Très chers amis francophones, buveurs de thé, partout dans le monde, surtout en France, en Suisse, en Belgique, au Québec, euh, à Andorre, qu'est-ce qu'il y a encore comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles de la Réunion, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, bienvenue à un nouveau cours de Tea Masters sur le thé. Et aujourd'hui, nous allons de nouveau nous attaquer à un sujet un petit peu philosophique, c'est le thé et la beauté. Un petit peu comme la semaine dernière, nous avions un peu parlé du thé et du zen. Aujourd'hui, nous allons toucher à un sujet qui est un petit peu en fait assez similaire. Pourquoi la beauté d'abord, hein? La beauté, c'est quoi, hein? Ça, c'est un petit peu du départ des méditations de François Cheng, 5 méditations sur la beauté. Il se pose un petit peu la question, pourquoi est-ce que dans la vie, dans le monde, dans l'univers, il y a la beauté, hein? Le monde aurait pu être que chaos, que désordre. Pourquoi est-ce qu'il y a de la beauté? Est-ce que ce n'est pas déjà un bon argument pour l'existence d'un être supérieur qui aurait créé de la beauté? Mais bon, même par-delà la question de Dieu, hein, pourquoi la beauté? Comment est-ce on peut l'appréhender? Et le fait qu'elle nous touche, qu'elle nous crée des émotions. Et euh, et l'importance de cette beauté aussi, elle est un petit peu reflétée maintenant dans ce 21e siècle, un petit peu post-religieux, même si Malraux avait dit que le 21e siècle serait religieux ou ne serait pas. Mais bon, force est de constater que les religions sont plutôt sur le déclin. Et euh, la seule religion un petit peu qui nous reste, c'est la religion du beau, hein. C'est Dostoïevski dans l'Idiot qui disait la beauté sauvera le monde. Parce que la beauté, du coup, c'est un petit peu une des dernières valeurs universelles qui peut réunir tout le monde autour d'une idée positive, hein, qu'on soit esquimau, euh, chinois, européens, maghrébins. On peut tous apprécier la beauté, et la beauté donc un petit peu comme le zen qui était une spiritualité très individuelle de méditation, de purification du cœur. Hein. La beauté, c'est également une approche très universelle qui permet de créer un sentiment de commun et un sentiment de ravissement positif et paisible. Pour, donc c'est pour ça aussi que pour Soetsu Yanagi, il a consacré tout un livre, The Unknown Craftsman, A Japanese Insight into Beauty, donc ce japonais du milieu du XXe siècle, donc a écrit tout un livre sur le concept de la beauté. Et en chinois, ce livre s'appelle Cha Hume, hein, le thé et la beauté. Pourquoi? Parce que dans ce livre, il consacre une grande partie de ce livre à examiner la relation de beauté qu'il y a entre la beauté et le thé, parce que beaucoup de maîtres de thé japonais ont été très sensibles justement à la beauté. Hein, et cela lui fait écrire que visiblement à la fin, le thé, hein, la pratique du thé, en fait, c'est la religion du beau. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'il résume la pratique japonaise ancienne du thé, et plutôt dans la pratique du matcha, hein, cette pratique très codifiée japonaise. Euh, voilà. Alors, c'est quoi le beau? De nouveau, pose-nous un petit peu la question. Alors, Soetsu Yanagi, il dit le beau, en fait, il ne faut pas essayer de décrire avec des mots, hein. Pourtant, c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Mais au départ, il dit le beau,
en fait, il faut simplement le voir. Il faut simplement le regarder. Et comment le regarder? En ne jugeant pas. Hein, il passe aussi par un stade zen, hein, de purification, de vide du cœur et des pensées. Ne pas penser en termes analytiques, pas appréhender le beau par la raison, mais simplement par l'essence et sans jugement et simplement en le contemplant. Hein. Ça, c'est sa façon un petit peu plus japonaise, même un petit peu zen, d'appréhender qu'est-ce qui est le beau, et c'est de ne pas le faire avec des mots parce que parce que ça serait un petit peu réducteur. Hein. Le beau vraiment doit surtout se vivre et c'est d'en faire l'expérience. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, moi, me fait penser au thé. Hein. Là, bien sûr, un thé, on va toujours essayer de le décrire. Tiens, ce thé, maintenant, ces feuilles, elles ressemblent à quoi? Elles sont un petit peu torsadées, il y a des couleurs différentes, brunes, noires, blanches, hein, avec des bourgeons. Ensuite, on peut également décrire ce thé par ses odeurs. Des odeurs un petit peu boisées, un peu fruitées, un petit peu mûres et un petit peu de... comment dire, d'un côté pas un petit peu acidulé et doux, un petit peu de miel, hein. Donc, mais toutes ces descriptions analytiques, hein, de ce qu'on voit, ça ne va jamais remplacer l'expérience directe du thé. Hein. Donc, en cela, le thé et la beauté sont des choses très similaires qu'il faut vivre. Et les vivre, en fait, l'expérience, c'est beaucoup plus parlant que de grands discours. Mais bon, comme dit, ça n'a pas empêché Yanagi de faire tout un livre, donc il a écrit un peu plus que ça. Et je vais un petit peu vous livrer les clés de ce qu'il a écrit, en fait. Et c'est quoi le beau, hein? Comment est-ce que le beau est créé? Et là, on peut revenir un petit peu quelque part en arrière à ce que disait François Cheng. Pourquoi y a-t-il du beau, hein? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le monde n'est-il pas un chaos gris, noir? Donc, pour qu'il y ait du beau, hein, il faut déjà qu'il y ait un peu de lumière pour qu'on puisse voir des couleurs différentes, des formes différentes. Et deux, il faut, en fait, c'est le contraire un peu du chaos. Hein, le chaos originel, une grosse purée d'atomes, de particules. Là, il n'y a pas il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de beau. Hein, pour qu'il y ait du beau qui apparaisse, il faut qu'il commence à y avoir un certain ordre, un certain agencement, des certaines symétries, et également donc qu'on puisse voir apparaître des formes. Ça, c'est déjà un côté vraiment prérequisite pour le beau. Autre chose, donc pour Yanagi, le beau, c'est quand on fait des motifs. Hein, la nature en elle-même, elle peut être belle, il peut y avoir des fleurs qui sont très belles, mais le plus beau dans la création humaine de quelque chose de beauté, c'est d'arriver à prendre quelque chose de la nature, pas simplement de le photographier un pour un, mais d'arriver à en faire un motif. Et qu'est-ce que ça veut dire un motif? Ça veut dire en fait de le simplifier, d'arriver de toucher à l'essentiel de cet objet et de ne garder que son essence. Alors là, maintenant,
tout ça commence à faire un peu beaucoup de concepts un petit peu nébuleux et un peu difficiles à cerner. Alors, c'est là que commence un peu l'application du beau au thé. Ça me vous parlera beaucoup plus. Au départ, par exemple, l'inspiration du beau pour les coupes de thé, hein, ça vient chez les Chinois de la nature, ça vient des fleurs. C'est pour ça qu'on a par exemple ceci durant la dynastie des Song. Hein, c'est le bol pour fouetter le thé vert, hein, un bol de Jianyang noir et d'une rond, hein, qui se tient bien en main et posé sur quelque chose qui ressemblerait à une pétale, hein, ou bien à des pétales autour, ouais. Et ça serait le cœur de la fleur. Donc voilà, quelque chose de très élégant, vraiment comme une fleur. Et là, comme c'est très grand et porté vers le haut, cette poussée vers le haut est également une poussée vers le ciel, quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous amène vers le haut, donc plus d'inspiration, quelque chose d'un petit peu transcendant. Mais au départ, on peut le voir également avec cette coupe-là. C'est une coupe, et là on voit les dents, un petit peu comme chaque... ça c'est une pétale, ça c'est une autre pétale, une troisième et une quatrième pétale, et par-dessus la coupe dans laquelle on verse le thé va devenir vraiment comme une fleur. Là ce serait plutôt comme un grand nénuphar, une grande fleur. De nos jours c'est beaucoup plus petit, mais on peut voir aussi déjà que si on a de nos jours cette petite soucoupe, en fait la soucoupe c'est l'ancêtre, enfin c'est le descendant de ces grands pieds, de ces châteaux des temps anciens. Seulement qu'elle est devenue plus petite, plus plate aussi, mais il y a encore cette idée d'être comme de faire un petit peu comme une pétale pour des fleurs. Pareil pour les coupes, hein, on va les mettre sur un château, et là de nouveau la symbolique, c'est que les coupes de thé deviennent un petit peu comme des fleurs. Donc la coupe ronde au départ, hein, maintenant, elle nous inspire de la nature, mais cette inspiration a été essentialisée, a été simplifiée, et c'est devenu une coupe qui représente la fleur. Donc en rendant la fleur de manière aussi essentielle, on lui a donné une forme universelle. Et cette forme universelle, ça c'est également un concept assez fort, je trouve. Il s'oppose un petit peu à cette création artistique moderne qu'on a, où on se dit il faut que la forme soit complètement originale, il faut que ce soit un travail créatif de l'artiste. En fait, non. Yanagi remarque aussi que durant les périodes phares de la Chine antique, la période Tang et Song, les artistes en fait ne signaient pas de leur nom les bols qu'ils créaient à l'époque, mais ils étaient tous simplement des potiers qui réalisaient des dizaines de bols, voire des centaines de bols tous les jours, avec des gestes répétitifs et avec chacun pratiquement toujours les mêmes formes. Bon, les formes variaient un petit peu, mais elles variaient surtout en fonction de la terre qu'ils travaillaient, de l'endroit où ils étaient. Chaque endroit, chaque ville de potier avait un petit peu ses particularités, parce que
la terre qu'elle travaillait était un petit peu différente des autres, et cela permettait de faire certaines formes plutôt que d'autres, certaines décorations plutôt que d'autres. Par exemple, à Shenyang, on n'avait pas besoin vraiment de décorer, de peindre les bols. Cette décoration venait naturellement par la glaise qui se transforme selon la température du four, et l'huile un petit peu de la glaise, elle descend et elle donne ici des striures qui ressemblent un petit peu à de la fourrure de lièvre. Parfois, ça pouvait ressembler à la fourrure d'un lion. Et parfois même, il y avait des taches bleues, comme on en trouve dans certains musées au Japon. Et là, ça ressemble carrément à des constellations d'étoiles dans le ciel. Mais donc, c'était des formes qui étaient universelles, que tout le monde utilisait, et qui étaient faites d'un geste répétitif. Ce n'étaient pas du tout des objets uniques, même si forcément pour les pièces qui étaient envoyées chez l'empereur, il y avait une rude sélection, on ne gardait que les meilleures, mais elles n'avaient pas la même perfection millimétrée qu'ont les coupes faites à la machine. Chacune avait quand même encore des petites imperfections parce qu'elles étaient faites à la main, et tout le monde trouvait cela normal et ne s'en inquiétait pas, quoi. C'était pas possible d'être exactement identique l'une à l'autre. Voilà. Bon. Alors, pour accompagner cette leçon sur le thé et la beauté, forcément, vous avez peut-être déjà reconnu le thé que j'ai choisi de préparer pour m'éclaircir la voix. C'est une beauté orientale, forcément, hein, le seul thé dont le nom contient le mot beauté. Donc on va le préparer. Alors, celui-ci, c'est la beauté orientale d'automne 2010. Un thé qui a maintenant 10 ans, tout juste 10 ans, donc c'est intéressant de voir un petit peu comment une beauté orientale peut évoluer dans le temps. 10 ans, ça commence à être un certain âge. Puisque hier je viens de sélectionner une beauté orientale de 2010, d'été 2010, de 2020, excusez-moi. Et donc là, 2010, voyons voir un petit peu la différence entre les deux. Alors, aujourd'hui, la musique qui m'accompagne, c'est Antoine de Févin, le Requiem d'Anne de Bretagne de Douce Mémoire, dirigé par Denis Rezindadre. Ça ressemble à ça. Donc une musique très contemplative, réalisée il y a environ 500 ans pour le Requiem d'Anne de Bretagne, double reine de France. Elle se marie avec 2 rois de France, et c'est suite à sa mort que la Bretagne est devenue française pour de bon. Douce Mémoire est un groupe de musique baroque et médiévale, et cette musique, ce CD, c'est probablement un des CD qui est le plus doux, le plus lent, le plus contemplatif, et donc il correspond le mieux à une session douce de thé. Donc je vous le recommande très chaleureusement.
J'avais eu l'occasion de rencontrer Denis Rezendardre à Taïwan. Il y a également pas mal de temps de ça. Là, allons-y. Je pense que vous commencez à être un petit peu habitué à ma façon d'infuser le thé. Donc je ne fais jamais de pré-rinçage. D'ailleurs, mon fermier qui prépare mon Oriental Beauty non plus. Et d'ailleurs, il adore boire la toute première infusion. Il la prépare parfois même un petit peu sous-infusée, c'est-à-dire avec une eau pas tout à fait à ébullition. Ça, c'est son truc à lui. Il veut vraiment goûter le thé au plus fin et les tout premiers arômes qui sortent des feuilles, même un petit peu sous-infusés, tellement il aime le côté très léger, très aérien des premières infusions de l'Oriental Beauty. Donc là, j'ai également fait une infusion plutôt courte parce que les feuilles ne sont pas roulées comme un oolong de haute montagne. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour arriver à en sortir des arômes. Mais bon, forcément, cela va nous donner une couleur d'infusion un peu plus claire. Vous pouvez voir l'infusion un petit peu plus claire. Beaucoup de douceur. Vraiment, c'est du miel chaleureux. Là, quand il fait un petit peu frais dehors, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment ça fait penser un petit peu à le remède de grand-mère quand on a la gorge un petit peu prise avant d'attraper froid. Grand-mère dirait, oh, mange un petit peu de miel et de l'eau chaude. Ça c'est encore mieux parce qu'il y a des arômes encore plus subtils que dans le miel et sans avoir le côté du vrai sucre qui va vous pourrir, qui va vous donner des caries aux dents. Voilà, donc là on est également dans l'expérience et ce qui est bien avec ce genre de thé et de présentation, c'est que nous sommes dans une expérience totale, une immersion dans la beauté. Alors une beauté visuelle, une beauté au toucher, une beauté au nez et dans le palais, et en même temps de la belle musique. Vraiment, les cinq sens sont touchés par la beauté et chaque sens en fait renforce l'autre et cela nous donne vraiment un accès c'est presque un moment spirituel. C'est pour ça que un petit peu en revenant à la classe de la semaine dernière sur le thé et le zen, c'est une telle purification pour le cœur et le cerveau d'arriver à faire une expérience de tant de beauté à la fois, où tous les sens sont submergés de beauté. Un moment aucune amertume,
à peine où il soigne à peine comment on appelle ça, le swan, le côté un peu acidulé, euh, à peine, hein. C'est ce qu'on trouve souvent dans les vieux houlons, un côté un petit peu acidulé, mais, mais là, il n'est pas encore là, donc elle a été bien préservée. Voilà. Alors, une autre raison pour laquelle je me suis dit, on va faire ce cours sur la beauté et le thé, et on va commencer par la coupe de thé. Euh, j'avais, vous avez un petit peu déjà fait un cours sur les théières, et pour parler de la beauté d'une théière, en fait, on allait dans des points assez complexes sur l'anse, le bec, l'harmonie avec le bouton. Enfin, en fait, c'est assez compliqué, assez complexe déjà. Je me suis dit, en fait, pour vraiment bien aborder la beauté, commençons avec les choses la plus simples. La coupe de thé. Qu'est-ce qui fait qu'une coupe de thé est belle ou ne l'est pas? Euh, Parce que c'est l'objet le plus simple, aussi l'objet le plus essentiel dans la préparation du thé, hein. Euh, c'est également la beauté d'un gaiwan, parce que le gaiwan, il peut être à la fois euh, l'endroit où on prépare le thé, mais on peut également directement boire au gaiwan si on n'a pas de coupe dans lequel verser. Alors que si vous avez une théière, vous aurez bien du mal à boire directement de la théière. Il faut vraiment attendre longtemps pour que le thé soit moins chaud dans la théière, et après viser directement, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc la coupe, c'est quand même vraiment un objet, un ustensile essentiel dans la pratique du thé. Et c'est un objet qui a un côté très, très zen, très taoïste en fait. Pourquoi je dis qu'il est taoïste, cette coupe? Parce qu'en fait, elle ne sert que dans la mesure où on peut la remplir, hein. On dit souvent le Tao, c'est le vide, hein, et la coupe, elle est un petit peu comme ça. Sa fonction n'existe pas vraiment par ses parois, etc., mais que parce qu'elle forme un endroit vide qui est prêt à recevoir du thé. Sans cette forme creuse, si on avait la même forme mais remplie de porcelaine, tout ça, euh, la forme serait toujours la même, mais elle serait inutile parce que on aurait oublié de le creuser. Donc c'est vraiment le fait de le creuser, de faire ce vide qui est vraiment utile. Et la forme ici, en fait, c'est de l'agrément, en fait. Donc un objet très taoïste. On a vu que il est inspiré des fleurs, hein, surtout quand on le laisse avec un château. C'est vraiment l'idée d'avoir une fleur sur sa pétale, hein. Fleur qui symbolise la vie, et la fleur c'est également la beauté. Donc nous pouvons, grâce à la coupe, boire la vie, boire la beauté, être en relation directe. Et euh, donc l'autre chose importante aussi pour Yadagi, la beauté, en fait, elle vient même surtout de l'utilisation qu'on en fait, hein. Il n'est pas tellement pour des objets d'art pour l'art, hein. Lui, c'est pas euh, quelqu'un qui va passer beaucoup de temps devant une sculpture, bien qui va collectionner des sculptures, parce qu'une sculpture qui est juste exposée, elle n'a pas d'utilité autre que d'être admirée. Il préfère vraiment lui voir la beauté dans les objets du quotidien, dans les objets dont on se sert, et notamment
dans les objets dont on se sert dans la pratique du thé, parce qu'ils vont avoir une beauté fonctionnelle. Donc l'important, c'est vraiment comment on l'utilise. Et donc c'est ce qu'on a un petit peu vu tout à l'heure, que cette fonction va également déterminer d'une certaine manière la forme, la taille de la coupe. Autrefois c'était les bols. Pourquoi? Parce que durant les périodes Song, donc on fouettait le thé en poudre. On ne pourrait pas fouetter du thé en poudre dans une toute petite coupe comme ça ne ferait pas de sens. Le thé vert, il se déguste quand même plutôt en grande quantité. Donc il fallait des bols d'une certaine taille, comme celui-ci. Et pour que lorsqu'on le fouette, le thé ne s'échappe pas du bol, c'était bien aussi d'avoir une forme plutôt fermée pour que le thé ne parte pas à droite à gauche. Alors que durant la période Tang, où on ne fouettait pas, mais où le thé était préparé également en poudre dans un chaudron et ensuite versé avec des grandes cuillères dans des bols. Là, on avait donc un thé très très chaud, et là, il était plus important d'avoir un bol évasé où le thé se refroidisse un peu plus rapidement. Et ils étaient également assez grands parce que le thé vert, c'est quand même un thé qui se boit plutôt léger, en faible concentration, mais donc qu'on peut boire en plus grande quantité. Alors que maintenant, avec les thés oolong, on va pouvoir les faire de manière plus concentrée, et c'est pour ça que les coupes de thé sont réduites en taille à partir de la dynastie Qing, à partir du moment où on a commencé à boire du thé rouge ou bien du thé oolong. Donc la pratique du thé, quel genre de thé on fait, comment on le prépare, va avoir un impact sur la taille et la forme des ustensiles, notamment des coupes et des bols. On voit ça assez clairement d'une dynastie à l'autre en Chine. Par exemple, on voit bien la filiation d'abord durant la période Song, et ça c'est venu par après durant la période Yuan mongole. Les Mongols, eux, ils ont apporté le cobalt d'Asie centrale, et donc la couleur bleue, le cobalt c'est ça qui donne la couleur bleue, parce que la couleur bleue leur rappelait également et blanche, les grands ciels des steppes mongoles d'Asie centrale. Donc ils avaient vraiment ils appréciaient vraiment beaucoup ces couleurs bleu et blanc. Et c'est à partir de la dynastie mongole, donc le Qinghua, le bleu sous couverte, s'est vraiment développé en Chine. Et on voit donc que la coupe est devenue plus petite, mais l'idée est restée la même, c'est de faire une forme assez élevée et d'une coupe séparée de son support, et qui ressemble dans l'essence à une fleur. Et là c'est comme ça maintenant qu'on le porterait, alors que c'est comme ça qu'on tiendrait la coupe, alors que celle-ci, on peut la porter comme ça, mais ça se boirait plutôt comme ça. Voilà. Voilà, donc pour dire que la beauté de ces coupes, elle vient également de l'adéquation avec l'usage qu'on en fait. Une coupe, vraiment, elle est faite pour être utilisée, et on ne l'utilise que si elle est pratique. Si on a une coupe qui est déglinguée, ou la forme
est comme ça et elle n'arrive pas à contenir l'eau ou le thé, elle ne sert à rien. Donc elle a beau être faite avec les meilleurs matériaux, peut-être avec une très jolie décoration, mais si elle n'est pas pratique, on va pas l'utiliser. Donc pour Yanagi, vraiment, pour lui, ce qui est important dans la beauté des ustensiles et des coupes, c'est le fait qu'elles sont adaptées à ce qu'on en fait, à leur usage, qui est celui de boire du thé. Hmm. Alors, pour encore quelques autres concepts pour appréhender la beauté, il y a le concept que notre cerveau, il a des millénaires déjà, des centaines de milliers d'années que notre cerveau s'est développé et nous étions donc avant d'être agriculteurs, nous étions surtout des chasseurs et dans cette longue histoire de chasse, nous devions très rapidement savoir si une bête, mais si un homme qui vient à nous était un ennemi ou un ami. Donc notre cerveau s'est développé à reconnaître très rapidement quelque chose qui est amical de quelque chose qui est inamical. Et donc, et forcément, le cerveau préfère quelque chose qui ressemble à l'amitié, à des choses qui ressemblent à l'inimitié. Alors que ce soit chez un animal ou bien chez un homme, souvent quand il est agressif, son visage va être comme ça, un peu distordu, asymétrique et en colère avec des traits vraiment pas très plaisants, parce que notre cerveau nous dit que ce genre d'expression, c'est une expression qui nous fait peur, qui nous dit à notre cerveau, attention, voici quelqu'un qui veut te tuer, ou bien un animal qui montre ses crocs, hein, ça on va avoir peur de ça. Euh, donc très rapidement, notre cerveau, il nous analyse comment il voit les objets. Est-ce qu'il les voit d'une manière amicale ou inamicale? Et quand on a un, un, un visage posé, un visage souriant, donc on est à ce moment-là très symétrique, à ce moment-là, notre cerveau nous dit, ah, ça c'est quelqu'un qui est ami, donc on est en confiance et on ressent un certain plaisir à avoir euh, quelque, une, une forme qui vient avec des intentions amicales. Donc on peut également voir d'abord les objets avec cet œil-là, et donc là c'est également cette idée de symétrie. Si un objet est asymétrique, il va plutôt nous intimider, peut-être même nous faire un peu peur, alors qu'un objet rond, hein, le rond, c'est également la forme la plus douce. C'est la première forme qu'on voit quand on est bébé. Hein, le sein de maman, c'est de la rondeur. Donc la rondeur est associée dans notre cerveau à une forme tout à fait amicale et beaucoup de plaisir. Très très doux aussi, presque du lait de bébé. Alors je refais une infusion. Voilà. Un autre précepte pour la beauté, c'est l'équilibre. Hein, lorsqu'on voit un objet en équilibre, on se sent bien. Hein. Par contre, par exemple, si vous me voyez comme ça, hein, vous allez vous sentir un petit peu mal à l'aise, ou bien vous allez vous pencher pour me regarder de manière droite, ou bien peut-être pencher votre téléphone ou votre écran afin de rétablir l'équilibre, mais on n'aime pas trop voir des choses qui sont déséquilibrées. On a envie on préfère l'ordre, voilà. Donc les, les coupes ont ça de bien qu'elles sont, surtout quand elles sont bien équilibrées, bien rondes.
et quand elles correspondent surtout à leur fonction. Alors les formes, donc on a vu qu'elles sont universelles, qu'elles nous viennent du passé. La plupart des formes n'ont pas besoin d'être inventées, comme là cette coupe fleur moderne. On voit clairement qu'elle vient de cette forme-là. Ça, c'est une coupe de la dynastie Ming, une coupe de roi. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que celle-ci, comme elle a été faite à la main, il y a plus de 500 ans environ, le haut est un petit peu déformé. Ce n'est pas entièrement droit. Et ça, c'est aussi un précepte très important chez Yanagi. Des objets artisanaux, ils doivent être faits à la main. Les objets, quand ils sont faits à la machine, certes, ils sont parfaits, mais trop de perfection, ça rend la chose froide. Alors qu'un objet qui est un petit peu qui a des petites imperfections où ce n'est pas 100% rond, on voit des petites hésitations un petit peu plus larges d'un côté, un peu moins de l'autre. Ça, c'est un signe en fait d'humanité. Et il ne faut pas voir ça comme une imperfection, il faut voir ça comme un côté très naturel de l'objet. Et pour lui, vraiment, c'est tout à fait à rechercher. Il ne faut pas basculer dans l'excès inverse, à faire des imperfections de manière volontaire. Ceci, c'est pousser le bouchon un peu trop loin pour lui. Il faut que les imperfections apparaissent naturellement. Pas besoin. Si on fait les choses à la main, naturellement, ça sera imparfait. Et cette imperfection-là donnera un côté plus naturel et donc plus beau à l'objet. Voilà, on va pas faire très longue non plus cette deuxième infusion. Toujours. Bon, revenons à nos moutons, revenons à nos coupes de thé. Qu'est-ce qui fait la beauté encore d'une coupe de thé? Par quoi regarder? Comment la regarder? Alors, une des choses les plus importantes dans une coupe de thé, forcément, ça va être l'endroit où l'on va poser sa lèvre pour boire le thé. Donc, c'est au niveau de l'ouverture. Et là, je voulais vous montrer cette coupe Qinghua de la fin de la dynastie Qing. Une très belle coupe faite à la main à l'époque, donc elle a plus de 100 ans. On peut voir que c'est une forme assez similaire à celle-là, avec le pied un petit peu plus court. Et donc là, la lèvre en fait de cette coupe, elle est un petit peu évasée, et cela va nous permettre d'avoir un endroit pour reposer la lèvre. Donc c'est beaucoup plus agréable d'avoir cette forme-là pour
avoir un endroit où reposer la lèvre. Et également, on a une certaine finesse à cet endroit-là, hein, même pratiquement sur toute la coupe. Et cette finesse de la coupe, la finesse de la porcelaine, va accentuer l'impression de finesse du thé. Donc ça, c'est également pour être encore dans l'harmonie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire surtout avec de la porcelaine. On n'arrive pas à créer autant de finesse avec de la poterie. Ici, on voit qu'avec cette terre-là, la lèvre en haut, elle est beaucoup plus épaisse. Alors ça correspond bien, cette terre-là, pour faire du matcha, parce que c'est une terre ferreuse qui va bien garder la chaleur. La glaise également est un peu plus épaisse, et elle va bien garder la chaleur. Cette couleur foncée va donner un très bon arrière-plan au thé vert fouetté, qui va devenir crémeux, presque blanc. Donc un grand contraste entre la couleur foncée de la glaise et le blanc du thé. Mais la glaise d'une poterie n'est pas aussi fine que celle d'une porcelaine. C'est pour ça que pour les thés, pratiquement pour les coupes de thé, vraiment la porcelaine est le matériau préféré, le plus recommandé. Parce que, un, il permet cette finesse, et deux, il permet également une bonne clarté, une bonne vue de la couleur du thé. Ça, c'est quelque chose que déjà Lu Yu avait remarqué dans son livre, dans son classique du thé, le Charging, hein, Lu Yu. Là, sur les bols, il nous dit: pour les bols Wan, la première qualité se trouve à Yuezhou, la seconde à Dingzhou, la troisième à Wuzhou, etc. etc. D'aucuns considèrent que les bols de Xingzhou surpassent ceux de Yuezhou. C'est faux. Si la porcelaine de Xingzhou est fine comme l'argent, alors celle de Yuezhou est fine comme le jade. C'est le premier point de comparaison. Si la porcelaine de Xingzhou est pure comme la neige, alors celle de Yuezhou l'est comme la glace. Deuxième point de comparaison. Dans un bol de Xingzhou de couleur blanche, le thé devient rouge. Dans un bol Yuezhou bleu, c'est-à-dire céladon, le thé devient vert. C'est là le troisième point de comparaison. Donc là, il nous dit bien, l'importance, c'est la couleur, ainsi que la finesse de cette porcelaine. Déjà, Lu Yu avait remarqué ces deux points importants pour les bols, qui sont devenus nos coupes, de pouvoir bien voir la couleur, et que cette couleur devienne encore plus sublime. Donc pour un thé oxydé, une porcelaine de couleur un petit peu ivoire, comme de roi, va accentuer le côté chaleureux de la couleur du thé, alors que pour un thé vert, comme ce qu'il faisait dans la période Tang, c'est les bols en céladon, Yuezhou à l'époque, qui donnaient la meilleure couleur, parce qu'elle accentuait le côté vert et frais du thé. Alors que donc l'autre Xingzhou, qui était trop blanc, là le thé devenait de couleur rouge. Donc la beauté d'une coupe de thé vient de son utilisation, de sa finesse, de ses parois, hein, de son contact au niveau de la lèvre quand on boit le thé. Est-ce que c'est bien léger, est-ce que c'est bien fin, de la couleur du thé à l'intérieur. Tout ça, c'est beaucoup déterminé par donc la glaise, et donc la porcelaine pour les coupes de thé. Alors la porcelaine, elle varie également en qualité, de la porcelaine industrielle, mais plus intéressant, c'est la porcelaine parfois un petit peu plus
de bonne qualité. Par exemple, Michel François, dans les porcelaines qu'il me fait, il utilise une porcelaine de Nouvelle-Zélande très très pure. Hein, quand on la touche, la partie qui n'est pas émaillée, elle est vraiment très très douce au toucher. Et c'est une porcelaine d'une grande pureté qui correspondra bien à l'utilisation pour ou bien les coupes ou bien pour les jarres. D'ailleurs, je remercie encore Michel François parce que c'est lui qui m'avait offert ce livre de Soetsu Yanagi sur The Unknown Craftsman. Donc, c'est vraiment son livre de chevet, celui qui l'inspire pour créer des objets de toute beauté, non seulement beaux à voir, mais également beaux à utiliser. Euh, donc on a vu que la forme également va avoir une incidence. Donc la forme plus évasée va avoir une fonction, c'est qu'elle refroidit un peu plus rapidement les thés. Donc si on veut boire des thés en été, bien par exemple les thés verts pour nous rafraîchir, on va plutôt choisir des ouvertures un peu évasées comme ça pour que le thé devienne frais plus rapidement. Alors qu'en hiver, quand il fait un peu plus froid et qu'on veut boire des thés un peu plus chauds, on aura plutôt tendance à choisir des formes plus en hauteur qui gardent la chaleur un peu plus longtemps. Voilà, donc les décorations peuvent également ajouter à la beauté. Quoique finalement on les voit assez rarement ces décorations, faut retourner la coupe pour la voir. Hein, mais ici pour une coupe de double happiness, double bonheur, d'habitude non, en fait on ne le voit pas, sauf si la coupe est tellement transparente qu'on peut voir par transparence la décoration, ou bien comme ça en la mettant à hauteur des yeux. C'est quand même un petit peu c'est pas vraiment nécessaire, ça montre qu'on a peut-être un petit peu plus de goût, bien qu'on choisit des objets avec une certaine signification. Donc là c'est ajouter peut-être une signification supplémentaire à la coupe, mais ce n'est pas tout à fait nécessaire. Ensuite, la coupe en porcelaine, elle a été cuite à une température de plus de 1000 degrés, et c'est aussi pour cela que la porcelaine, elle, elle convient bien au thé parce que elle sait comment se comporter quand il fait très chaud. Hein. Le verre, lui, il est cuit à des températures plus basses, et donc le matériau vert il est moins précis pour, des liquides chauds. Donc autant le verre, on peut bien l'utiliser pour le vin qui est à température ambiante ou bien un petit peu frais, mais pour des liquides très chauds comme le thé, quand même le fait que la porcelaine ait été cuite à plus haute température, ça permet à la porcelaine de mieux rendre les arômes du thé. Donc pour le thé, vraiment, je recommande la porcelaine et pas le verre. Voilà. Alors, j'espère que nous avons à peu près fait le tour de la beauté des coupes dans le thé. Hein, donc, leur origine, c'est les fleurs. Ensuite, ça a été simplifié, un peu conceptualisé, et c'est en fait ça le processus créatif de l'homme, c'est d'arriver à prendre l'essence même d'un objet de la nature et de le transformer en objet quotidien, et donc de transformer cette
cette fleur en coupe de thé avec son petit réceptacle, son petit château. Nous avons vu que la vraie beauté, ce n'est pas une beauté euh, trop originale, trop individualiste. Mais en fait, les plus belles coupes, les plus beaux bols des dynasties Song ont été produits par des artisans, pas par des artistes. Euh, et ces artisans, ils ont produit ces bols, ces coupes en en ayant le coup de main, c'est-à-dire en travaillant beaucoup, en faisant des dizaines, des centaines. Et à la rigueur, c'était juste sur la fin que, une fois qu'il était produit, que, que eux regardaient quel était celui qui sortait le mieux. Et c'était les meilleures pièces qui étaient envoyées comme don, comme tribut à l'empereur. Mais en fait, d'un point de vue de, il n'essaie pas de faire certaines choses vraiment bien meilleures que les autres. Ils, ils avaient la même habitude, les mêmes gestes pour tous les bols qu'ils faisaient. Après, c'est un petit peu aussi le, le fait de la cuisson qui était un peu plus difficile à maîtriser à cette époque-là, où certaines pièces sortaient mieux que d'autres. Ça, maintenant, c'est un peu mieux maîtrisé de nos jours avec les fours électriques ou à gaz. Autrefois, dans les fours à bois, c'était beaucoup plus difficile à maîtriser. Et donc, la beauté, elle est vraiment toujours en harmonie avec l'utilisation. Plus un objet est utile, plus on l'utilise souvent, plus euh, il est pratique, plus en fait on va l'aimer. Et c'est pour ça que la, la coupe de thé est l'objet presque le plus central dans notre préparation, parce que c'est le plus essentiel, c'est lui qui fait le lien entre le thé et nous. Hein, sans la coupe, on n'arrive pas à boire. Voilà. Et pour arriver à une certaine forme, en fait, ça, on avait vraiment besoin d'un certain matériau. Et le matériau le plus universel, le plus simple, le plus utile pour faire des coupes, ça reste la porcelaine. Euh, Surtout pour les thés que nous buvons dans la plupart des cas. Maintenant, peut-être le seul thé où je dirais on pourrait également considérer d'autres coupes, un autre matériau, c'est le puer. Avec celui-là, la poterie, avec sa porosité, peut avoir un avantage, mais sinon, pour les thés aux arômes les plus fins, des thés verts, blancs, jaunes, oolong, rouge, je dirais pratiquement tout le temps la porcelaine, c'est ce qui convient le mieux. Après, taille euh, et forme peuvent varier, ainsi également selon la saison, comme je l'ai un peu dit. Euh, voilà. Et au niveau des couleurs, ça dépendra également de nouveau du thé qu'on prépare. Euh, Le vert, le céladon, permet d'accentuer le côté frais des thés frais, tandis que la porcelaine un peu ivoire va mieux s'harmoniser avec des thés un peu plus chaleureux, comme cette beauté orientale de 2010, ou bien des thés rouges. Mm. Alors, sur la beauté, il y a encore beaucoup de choses à dire. Sur le côté comment la relation entre l'artisan
euh, les imperfections. Hein, donc on a vu que faire des imperfections de manière volontaire, c'est inutile, c'est même dommageable, c'est artificiel. Les imperfections, elles doivent un petit peu faire partie du processus. Un processus qui est trop mécanisé, qui est trop où la main de l'homme ne touche pas le matériau, va produire des coupes parfois un peu trop parfaites, et ça c'est en fait un peu nuisible à la beauté. Alors parfois on va pas non plus bouder notre plaisir parce que ça permet d'avoir euh, parfois, si on fait bien attention, si on cherche de trouver des belles coupes très pratiques, fines, un prix vraiment très très compétitif, alors que quand c'est fait à la main, euh, le prix forcément va augmenter. Il y a à prendre et à laisser. Par contre, il est vrai que si tout était vraiment fait qu'en machine, il y aurait une perte. C'est pour ça que j'aime bien toujours avoir des objets faits à la main, comme ce vase, ou bien cette jarre, ou bien une petite assiette ancienne. Et avec ces objets-là, au moins, ou bien même mon tchabou qui est cousu à la main, hein, avec ces objets-là, on a des objets euh, qui ont été faits par des mains manuellement, et qui nous apportent cette dimension plus humaine, plus douce, euh, qui doit faire partie également du sentiment du beau, hein. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette leçon, hein, qu'elle vous inspirera pour rendre votre thé encore plus beau, d'en faire une expérience totale de tous les sens. Et je vous dis merci, hein. Visitez mes comptes Instagram, Facebook, mon blog, et surtout aussi ma boutique avec les nouveautés, les nouvelles beautés orientales qui viennent de sortir. Mm. Et les anciennes, 10 ans, c'est très très bon aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, je vais vous répondre à vos questions. Là, je suis trop loin de l'écran pour les lire. Mais je vais y répondre de ce pied, de cette main. Allez, au revoir.